Qu'est-ce qui se passe? Lancement. Bonjour à tous, on va commencer ce Facebook en direct dans quelques minutes. Donc, je vois qu'on a déjà une cinquantaine de personnes avec nous. On va pouvoir commencer ce direct. Donc, bienvenue à ce Facebook en direct. Donc, c'est notre événement mensuel pour échanger avec vous, pour parler de santé cognitive et de sujets qui intéressent les personnes touchées par un trouble neurocognitif. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à tout moment par écrit en commentaire et ça nous fera plaisir d'y répondre tout au long de ce direct. Donc, pour le sujet du jour, donc ces derniers mois, plusieurs nouveaux médicaments pour les troubles neurocognitifs ont fait les gros titres dans la presse, vous avez dû le voir. Donc, il y a Aduhelm, Leqembi et Donanemab. Donc, aujourd'hui, on va discuter de ces avancées thérapeutiques, comment fonctionnent les molécules de cette classe de médicaments, mais aussi quels sont les autres essais cliniques à suivre en 2023. Et pour parler de tout ça, nous avons avec nous aujourd'hui Dr Simon Ducharme. Bonjour Simon. Bonjour. Qui est neuropsychiatre et clinicien-chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et au Neuro, l'Institut neurologique de Montréal. Donc Simon, comment ces nouveaux médicaments fonctionnent-ils? C'est quoi leur effet? Donc, si on parle des trois nouveaux médicaments là, qui sont en phase d'approbation, donc tu les as nommés l'aducanumab, lecanemab, donanemab. Donc, comme le nom l'indique, ils ont tous à peu près la même structure de nom parce qu'ils sont assez similaires dans leur fonctionnement. Donc, ce sont des anticorps qu'on administre par voie intraveineuse qui vont aller pénétrer, donc bien sûr, dans le sang, vont se rendre au cerveau.
et qui vont aller s'attaquer à l'amyloïde. Donc, l'amyloïde, c'est la fameuse protéine qui cause l'accumulation des plaques d'amyloïde en maladie d'Alzheimer. Donc, ça fait longtemps que ces plaques d'amyloïde ont été identifiées et qu'on voit que c'est un changement pathologique en Alzheimer. Donc, les anticorps vont de façon passive aller dans le cerveau, vont se lier aux petites molécules d'amyloïde, donc à différents stades d'accumulation dans les plaques, pour faciliter la clairance de l'amyloïde. Donc, en temps normal, l'amyloïde, c'est normal d'en avoir dans le cerveau. Il y a une certaine circulation, on en produit, on élimine. En maladie d'Alzheimer, pour toutes sortes de raisons, il y a un problème au niveau de la clairance, donc ça forme ces plaques-là qui deviennent toxiques pour le cerveau. Donc, avec les médicaments, on vient enlever l'amyloïde de façon très puissante. Donc, dans les études, on voit que les patients qui commencent avec beaucoup d'amyloïde ont des réductions très, très marquées de la quantité de cette molécule-là qu'on retrouve dans leur cerveau. Et pour qui ces médicaments sont-ils indiqués? Comment ils sont administrés aussi? Ouais. Donc, les études sur ces 3 médicaments-là avaient toutes des structures assez similaires. Donc, la clientèle qui était visée dans les études, c'est les patients qui étaient au stade débutant de maladie, donc ce qu'on appelle communément le trouble cognitif léger. Donc, les patients dans les études, ce sont des gens, si on parle de troubles cognitifs légers, ça veut dire que la personne commence à avoir des pertes cognitives. Donc, lorsqu'on fait les tests chez le médecin, le MMS, le MoCA, les tests neuropsychologiques, on voit qu'il y a un déclin. Au niveau de la mémoire à court terme, parfois dans d'autres domaines, mais à un stade qui cause peu d'atteinte au niveau fonctionnel, c'est-à-dire que la personne est encore autonome, capable de faire la plupart de ses tâches, parfois avec un peu de stratégie de compensation, faire des listes, tout ça, mais globalement, des gens qui demeurent assez fonctionnels et qui ont biologiquement la preuve qu'ils ont une quantité anormale d'amyloïde. Donc, c'est des gens qui sont relativement au début de la maladie et qui ont reçu le traitement, les phases avec le placebo, d'habitude, c'est environ 18 mois, donc 1 année et demie. Certains de ces médicaments-là, c'est des infusions par voie intraveineuse aux 2 semaines, certaines sont au mois. Et donc, le médicament va venir enlever l'amyloïde et on voit un certain ralentissement au niveau de la progression. Donc, si on pense éventuellement à une approbation puis un usage clinique de ces médicaments-là, on viendrait viser la même population, c'est-à-dire des gens qui ont la maladie d'Alzheimer, mais à ces stades légers. Donc, pas au stade, on parlait de démence modérée à sévère, ça, on n'aurait pas l'indication de les utiliser. Donc, vraiment plutôt à un stade léger. Ouais. Il y a eu beaucoup dans la presse, on a beaucoup parlé des effets secondaires de ces médicaments. Donc, quels sont les effets secondaires qui ont été rapportés pour cette classe d'agents thérapeutiques? Oui. Donc, comme avec tous les médicaments, il y a toujours une longue liste d'effets secondaires. Donc, c'est sûr qu'on va retrouver un petit peu de tout. Mais vraiment, ce qui nous préoccupe avec ces 3 médicaments-là, c'est ce qu'on appelle, l'acronyme, c'est les ARIA, A-R-I-A. En anglais, c'est Amyloid-Related Imaging Abnormalities. Donc, simplement, lorsqu'on donne ces médicaments-là, les anticorps vont dans le cerveau et vont avoir une réaction qui fait qu'ils vont amener la clairance de l'amyloïde. Ça va ouvrir un peu les vaisseaux sanguins pour laisser passer ça. Donc, ça peut faire un peu de réaction d'édème. Donc, ce qu'on va voir, c'est quand on fait des résonances magnétiques, donc des scanners, on va voir des petites lésions, des petites images anormales qui démontrent qu'il y a eu un petit peu d'édème, de liquide au niveau du cerveau et parfois des petites zones de saignement. Et donc, on va voir ça chez environ le tiers, 25 à 30 des gens qui prennent ces médicaments-là. Donc, c'est pour ça que dans les études, il y avait toujours beaucoup de résonance magnétique, des scans à toutes les quelques semaines. La très, très, très grande majorité des gens chez qui on voit ces petites lésions-là n'ont pas de symptômes, ça part tout seul, il n'y a pas de conséquences. Donc, la grande majorité des ARIA sont bénignes. Mais on voit quand même chez peut-être 1 à 2 selon les études, 1 à 2 des gens
où ces lésions-là vont causer des symptômes modérés à sévères. Donc, ça peut donner des maux de tête, ça peut donner un peu de confusion et c'est allé jusqu'à des événements de saignement un peu plus sérieux. Il y a eu dans les phases de continuation, donc pas dans les phases là, de randomiser avec le placebo, mais quand les gens continuaient quelques années par après, quelques décès. C'est toujours difficile de savoir est-ce que c'est vraiment là, le saignement dû au médicament qui a causé ça ou c'est un saignement qui serait arrivé parce que ça arrive quand même souvent chez les gens plus âgés. Mais donc, si on résume ça, au niveau des effets secondaires plus sérieux, on en voit chez 1 à 2 des gens qui prennent le médicament. On va pouvoir diminuer ça en pratique avec, bon, c'est sûr qu'il y a une question de dose. On voit surtout ces effets-là au début, là, quand on commence, quand on augmente la dose. Donc, ça va demander un bon suivi, justement, avec des scanners de résonance magnétique rapidement là, après avoir débuté le traitement pour attraper ces effets-là avant qu'on voit des lésions plus grandes. Parce que quand on trouve ça, ben, on met le traitement sur pause, on attend que ça se résorbe, puis souvent, on peut recommencer après. Merci. Je vois qu'on a 90 personnes avec nous, donc vraiment beaucoup d'intérêt pour ce sujet. Comme je disais au début, n'hésitez pas à poser vos questions et ça nous fera plaisir d'y répondre pendant ce live. Donc, on est là pour répondre aussi à vos questions. En attendant, quelles sont les différences entre Aduhelm, qui lui a reçu une autorisation limitée aux États-Unis et dont la demande a été retirée à Santé Canada, et le Leqembi, qui lui, en juillet, a reçu une autorisation complète aux États-Unis et dont la demande est en cours auprès de Santé Canada? Oui. Donc, c'est une question des résultats dans les études. Donc, avec aducanumab, donc le commercialisé sous le nom de Aduhelm, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient 2 études en parallèle pour montrer l'efficacité. Donc, les études de phase 3, là, qui sont les dernières avant d'aller à Santé Canada. Et quand on fait une étude comme ça, on détermine à l'avance quel est notre objectif principal. Donc, on veut réduire la progression de façon significative à 18 mois. On le détermine à l'avance pour avoir certains là, critères de rigueur dans l'étude. On ne veut pas juste regarder après puis changer d'idée sur qu'est-ce qu'on cherchait. Donc, on le détermine à l'avance. Et ce qui s'est passé avec aducanumab, c'est que sur leur objectif principal, là, ce qu'on appelle l'issue primaire, il y a seulement une des 2 études qui avait montré un bénéfice significatif, c'est-à-dire un ralentissement de la progression de l'ordre d'environ là, 25 à 30 par année. Donc, une de leurs 2 études a montré ça. La deuxième étude, elle, ne montrait pas de différence avec le placebo. L'explication principale était que c'est seulement les patients qui ont reçu la dose la plus élevée qui ont montré le bénéfice. Donc, dans l'étude, il y avait des patients avec des doses plus basses et des doses plus élevées. Quand on mettait tout le monde ensemble, on ne voyait pas la différence avec le placebo, mais si on regardait seulement les patients sur la dose plus élevée, là, on voyait la différence. Mais ça reste que du point de vue de la FDA ou de Santé Canada, c'est une étude qui n'a pas démontré son bénéfice sur l'objectif prédéterminé. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu aux États-Unis cette approbation temporaire exigeant une autre étude qui est en cours et que la compagnie a décidé de ne pas faire l'application au Canada parce que nos critères sont un peu plus conservateurs et ils voyaient que ça n'allait pas passer. Donc, ils vont attendre leur nouvelle étude pour appliquer. Si on regarde le Leqembi, lui, on est dans une situation où toutes les études ont démontré l'effet positif. Donc, il n'y a pas cette ambiguïté-là là, d'une étude négative, une étude positive. Donc, ce sont des résultats qui sont très clairs. Donc, eux, leur dossier pour appliquer là, à la FDA était plus propre, entre guillemets. Donc, ils ont eu une approbation totale et ils sont en train d'appliquer au Canada. Moi, ce que je trouve rassurant dans tout ça, c'est que si on regarde donanemab, lecanemab, aducanumab, ils ont tous à peu près le même résultat, c'est-à-dire ralentir la progression sur 18 mois d'environ 30 %.
Donc, ça montre là, que c'est probablement un vrai effet là, qui a été trouvé dans les études parce qu'on voit la même chose entre les trois médicaments. Merci. Et donc, ces médicaments ne sont pas encore commercialisés ici au Canada. Quelles sont les étapes qui restent avant qu'ils soient disponibles aux patients et prescrits par les médecins ici? Ouais. Donc, la première étape, ben, c'est l'approbation par Santé Canada. Donc, présentement, ce qu'on sait, parce que bien sûr, là, les compagnies divulguent pas toujours là, toute leur stratégie, là, mais on sait que Biogen ne fait pas l'application pour aducanumab présentement. Ils attendent les résultats de leur étude de phase 4. Lecanemab est dans le processus là, de faire la demande à Santé Canada. Donanemab, ben, c'est plus récent. Là. Ça va venir, mais on n'a pas encore eu de nouvelles. Donc, Santé Canada, eux, ils regardent le bénéfice, le profil de sécurité, la nature de la maladie. Donc, ils font une évaluation de tout ça et ils vont dire oui ou non, on autorise la commercialisation du médicament au Canada. Moi, personnellement, je m'attends à ce que le lecanemab soit approuvé, là, étant donné ce que je mentionnais plus tôt, que les études étaient assez claires, allaient toutes dans la même direction, l'étude était bien construite. Donc, on va voir, des fois, il y a peut-être les enjeux de sécurité qui peuvent causer problème, mais globalement, on s'attend à ce que Santé Canada approuve. Après ça, il y a quand même d'autres étapes. Donc, quand Santé Canada dit oui, ça veut dire oui, on peut commercialiser le médicament. Mais après ça, il y a tout l'enjeu de distribuer le médicament, où on va faire ces infusions-là et surtout, qui va payer pour ça. Donc, au Québec, on a ce qu'on appelle l'INES, là, qui est l'organisme qui s'occupe d'évaluer le remboursement des médicaments pour le gouvernement. Et donc, là, on va tenir compte d'autres facteurs. Il va aussi avoir tous les enjeux de coût-efficience, c'est-à-dire, est-ce que le bénéfice du médicament justifie le prix que la compagnie va demander? Donc, ça va déterminer est-ce que la couverture de médicaments publics paye ou non, et s'il paye, quels vont être les critères là, qui vont devoir être remplis pour avoir accès aux médicaments. Ça ne deviendra pas quelque chose qui va être distribué là, de façon très large là, dès le départ à n'importe où. Là. Je m'attends à des critères assez restreints. Donc, il y a quand même encore quelques étapes avant qu'on puisse utiliser le médicament au Québec. Et d'après toi, est-ce que c'est vraiment l'avancée thérapeutique majeure qu'on attendait pour les troubles neurocognitifs ou est-ce qu'il y a des réserves à avoir encore? Ben, je dirais oui et non. Donc, la partie qui est majeure, c'est que c'est la première fois qu'un médicament démontre la capacité de ralentir la progression de la maladie. Donc, si on regarde là, les médicaments communément prescrits, le donépézil, la rivastigmine, la mémantine, là, ce qu'on utilise présentement, ce sont des médicaments d'aide symptomatique, c'est-à-dire ils augmentent un petit peu là, la performance au niveau de la mémoire, tout ça, de façon très modeste, mais biologiquement, ils ne ralentissent pas la progression. Tandis que ces anti-amyloïdes-là, eux, démontrent que sur une période de 18 mois, ils ralentissent la progression. Donc ça, c'est majeur parce que c'est la première fois qu'on montre qu'on est capable au moins de ralentir un peu l'avancée de la maladie. Par contre, l'importance de cet effet-là, c'est-à-dire à quel point on peut ralentir la maladie, c'est bien, mais c'est pas non plus, ça change pas complètement la donne. Là. Donc, si on parle de ralentir la progression de 30% sur 18 mois, ça veut quand même dire que 70% de la progression a quand même lieu. Donc, c'est une avancée, mais ce n'est pas non plus un changement là, radical dans la trajectoire de cette maladie-là. Ce qui est intéressant, c'est que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie complexe. Hein. Il y a les facteurs amyloïdes, mais il y a d'autres molécules, il y a du tau, il y a de l'inflammation, du vasculaire. Donc, c'est possible que ça soit un premier bloc, c'est-à-dire
Là, on peut jouer sur l'amyloïde, on ralentit un peu la progression. Il va peut-être falloir ajouter d'autres blocs à cet édifice-là pour venir ralentir la progression de façon plus dramatique, là, ce qu'on souhaite là, comme médecin et les patients. Merci. On a une question de Lucie Lebrun. Le médicament est administré par intraveineux. À quelle fréquence et la durée? Ouais, donc, lecanemab, c'est aux 2 semaines. Aducanumab, donanemab, c'était au mois, donc aux 4 semaines. La durée, ça, c'est plus délicat. C'est-à-dire que dans les études, la phase où on comparait avec un placebo, c'était 18 mois, 1 année et demie. Après ça, avec des phases qu'on appelait d'extension, c'est-à-dire les gens continuaient 1 autre année et demie ou 2, donc 3 ans au total, 4 ans. La partie qu'on ne sait pas encore, c'est on sait qu'est-ce qui se passe sur 18 mois, mais qu'est-ce qui se passe après 18 mois, 36 mois, 4 années? Est-ce que le ralentissement de la progression, on en a de plus en plus à travers le temps, ou si c'est quelque chose qu'on voit une fois? C'est-à-dire, on donne le médicament, on a enlevé l'amyloïde, on a ralenti de 30 %, puis après ça, on progresse comme on l'aurait fait. Donc, il y a cette partie-là qui est un peu inconnue. Donc, il n'y a pas de durée là, claire en termes. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas un traitement comme un antibiotique, on va le prendre pendant 1 mois, c'est terminé, puis on a réglé le problème. C'est quelque chose qui va se prendre dans la durée, mais est-ce que ça va être 2 ans, 4 ans, 5 ans? Ça reste à déterminer. Ça va probablement être déterminé par le stade de progression de la maladie. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement dire lecanemab, c'est 2 ans, ça va être plutôt, on le commence au stade léger, puis quand on a atteint une progression vers un stade plus avancé, avec certains critères, ben là, on sort du champ de ce qui a été montré de bénéfique pour le médicament, puis on arrête. On nous demande aussi, est-ce qu'il peut y avoir une légère régression des symptômes au début du traitement avec lecanemab? C'est pas ce qu'on voit dans les études. C'est sûr, quand on fait des études, on fait des moyennes de tout le monde ensemble. Et les trajectoires des patients ne sont pas toujours là, une ligne droite. Donc, c'est sûr qu'il y a certains patients, pour différentes raisons, qui vont s'améliorer un peu, d'autres qui vont se détériorer beaucoup, mais si on prend l'effet global, puis on enlève l'effet du hasard dans tout ça, on ne s'attend pas à une récupération. C'est pour ça aussi que ce médicament-là, il est étudié dans les phases très précoces de la maladie, parce qu'on ne veut pas justement attendre qu'il y ait eu beaucoup de dommages aux neurones avant de commencer à administrer le médicament, parce qu'on veut prévenir l'accumulation du dommage, étant donné que on ne fera pas repousser là, des neurones qui ont été endommagés. Donc, c'est pour ça qu'on va intervenir tôt. Merci. Et il y a des questions sur est-ce qu'il y a des études cliniques aussi pour des médicaments pour des personnes qui seraient plus au niveau modéré ou avancé en ce moment? Il y a beaucoup moins d'études dans ce domaine-là. Il y a encore certains traitements, on dit symptomatiques, donc qui étaient à l'étude, c'est-à-dire des médicaments qui sont un peu comme l'Aricept, là, qui visent plus à améliorer la performance que de biologiquement changer le cours de la maladie. Il y a un peu d'exploration aussi qui se fait là, au niveau de tout ce qui est les traitements au niveau des infusions de cellules souches, tout ça, où ils essaient d'aller voir un petit peu plus chez les gens modérés à sévères. Mais c'est des traitements qui sont beaucoup moins avancés dans leur développement. Mais plus que 90% des études c'est les gens qui ont des symptômes très légers, voire il y a même certaines études qui tentent d'aller faire plus de la prévention, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore de symptômes, mais qui ont une preuve biologique qu'ils ont de l'amyloïde au niveau du cerveau, du taux, leur donner un traitement avant qu'ils développent les symptômes. Merci. On a près de 110 personnes avec nous, donc un sujet qui intéresse beaucoup de monde ce matin. Donc, vous pouvez continuer à poser des questions, on les suit de près. Quels sont les autres types de médicaments actuellement à l'étude pour les troubles neurocognitifs? C'est quoi les pistes prometteuses pour les chercheurs en 2023? Ouais, donc,
Comme je le mentionnais plus tôt, c'est une maladie qui est multifactorielle. Donc, il y a les aspects d'amyloïde, il y a les aspects de taux, les aspects d'inflammation, les aspects vasculaires. Au niveau de médicaments là, actifs, il y a plusieurs qui tentent de modifier la composante du taux. Donc, ce qu'on voit dans la cascade de l'Alzheimer, c'est que oui, il y a de l'amyloïde, ça vient relativement tôt, précocement dans la maladie, puis éventuellement, on va commencer à accumuler la protéine tau, la TAU, de façon anormale, et c'est souvent à ce moment-là qu'on va voir apparaître les symptômes. Donc, c'est vraiment le deuxième grand axe qu'on pourrait travailler biologiquement. Donc, il n'y a pas encore de médicaments qui ont prouvé leur efficacité par ce mécanisme-là, mais il y a quand même plusieurs candidats là, dans les médicaments qui sont à l'étude, souvent en phase 2 là, à ce stade-ci. Donc, ça va être intéressant aussi de voir, ben, est-ce qu'il fonctionne? Et s'il fonctionne, est-ce qu'éventuellement, ça pourrait être combiné avec des anti-amyloïdes? Il y a certains médicaments à l'étude qui visent plutôt que de tenter d'enlever l'amyloïde, qui visent de tenter de bloquer la production. Donc, pas attendre qu'il y en ait trop dans le cerveau puis essayer de l'enlever, mais plutôt bloquer la production pour qu'il s'en accumule moins. Donc, travailler l'amyloïde, là, mais par un mécanisme plus en amont. Sinon, au niveau des aspects inflammation, des aspects vasculaires, là, on est plutôt au niveau de des aspects de prévention ici. Dans les choses de prévention, on pense par exemple au contrôle de l'hypertension artérielle. Là. Ça, c'est des choses qui doivent se faire en ce moment, mais il y a une étude dans les dernières années qui a montré qu'un contrôle un petit peu plus agressif, des cibles un peu plus basses de pression artérielle, ça prévenait l'apparition de troubles cognitifs. Il y a certaines approches au niveau avec l'alimentation, donc les approches de jeûne intermittent, de suppléments de cétone, là, des choses comme ça qui vont peut-être pas faire des différences radicales, là, mais qui pourraient s'accumuler ensemble pour améliorer la qualité de vie. Pour revenir au traitement comme le Canemab, est-ce que l'âge et le sexe ont une influence sur l'efficacité des traitements? Ouais. Dans les études, en général, il va y avoir un critère d'âge. Dans aducanumab, là, de mémoire, ça arrêtait à 85. Lecanemab allait jusqu'à 90. Donc, on peut aller quand même là, assez âgé. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut vraiment que ce soit une forme relativement pure de la maladie d'Alzheimer. Parce qu'en vieillissant, dans les démences, la plupart des gens vont avoir ce qu'on appelle des démences mixtes, c'est-à-dire que si on prendrait le cerveau, on le regarde au microscope, oui, on va voir des changements d'Alzheimer, mais on va aussi voir du dommage vasculaire, des corps de Lewy, du TDP43, donc vraiment plusieurs phénomènes de vieillissement qui s'accumulent pour causer la démence de vieillage. Donc, c'est sûr que si on a un profil comme ça, puis qu'on donne juste un médicament contre l'amyloïde, on va probablement pas avoir un gros impact. Donc, on va vraiment aller chercher les gens qui ont seulement une maladie d'Alzheimer. C'est sûr que plus on est jeune, plus on a de chances d'être dans cette catégorie-là. Mais dans les études, les patients qui rencontraient ces critères d'inclusion-là, c'est-à-dire troubles cognitifs légers seulement dus à l'Alzheimer, il n'y avait pas d'effet de l'âge au niveau de l'efficacité. Au niveau du sexe, dans l'étude Clarity, qui est celle sur les Canemab, il y avait, si on regardait juste le groupe des femmes, il n'y avait pas d'effet. Là, par contre, c'est sûr qu'il faut être prudent parce que quand on fait des analyses de sous-groupes comme ça, bien, c'est sûr, on prend l'échantillon total qui était ce qu'on avait besoin pour montrer notre effet, puis on fait des plus petits groupes, puis des plus petits groupes, puis des plus petits groupes. Donc, l'effet, la possibilité de trouver quelque chose qui est dû au hasard augmente. Donc, dans l'étude, il y avait moins d'effets chez les femmes, mais ça reste à démontrer, est-ce que c'est vraiment que biologiquement, les femmes répondent moins ou c'est un effet du hasard dans cet échantillon-là, que les femmes de cet échantillon-là ont moins répondu, mais si on refaisait l'étude, peut-être ça serait l'inverse. Ce bout-là est moins sûr. Il y a aussi eu des rapports que peut-être certains gènes peuvent influencer sur l'efficacité du traitement.
Donc là, ça fait surtout référence au gène APO1. Donc, en maladie d'Alzheimer, on a les formes qu'on appelle les vraies formes génétiques qui sont extrêmement rares. Donc, les formes familiales là, qui commencent très jeunes avec des mutations PS1, PS2, APP. Donc, ces gens-là, en général, sont très jeunes, ne sont pas dans les grandes études là, dont on parle. Ils ont leur étude séparément, qui jusqu'à maintenant n'ont pas montré particulièrement de bénéfices. Mais si on prend l'Alzheimer standard, on regarde le gène ApoE, qui est un gène dont certains allèles augmentent le risque d'Alzheimer. Donc, on a trois variantes, E2, E3, E4. La plupart des gens ont des variantes E3 qui sont neutres. La variante E4 augmente le risque. Ce qu'on a vu dans les études, c'est que les gens qui sont porteurs de la variante E4 qui augmente le risque avaient un peu plus tendance à faire les ARIA, là, les signaux anormaux à l'IRM. Dans une des études, celle de lecanemab, il semblait avoir moins d'effets au niveau des porteurs de ApoE4. Mais encore une fois, on est prudent ici parce qu'on rentre dans des groupes de plus en plus petits. Là. Donc, c'est pas les porteurs d'ApoE4, il y en a plusieurs, mais ce n'est pas tout le monde dans l'étude. Donc, encore une fois, est-ce que c'est un effet qui est véridique versus un effet du hasard dans l'étude? Ça, c'est pas certain. Merci. Il y a plusieurs personnes qui commentent qu'ils ont de la famille, des proches qui ont été atteints d'Alzheimer. Et qui se demandent s'il y a des moyens qui sont en cours de développement pour savoir si on va être atteint. Oui. Ben, les moyens pour savoir si on va être atteint, ils existent. C'est-à-dire que biologiquement, au niveau cérébral, on va voir les changements anormaux se produire quand même plusieurs années avant l'apparition des symptômes. Donc, si on fait, par exemple, ce qu'on appelle des TEP scans, des tomographies par émission de positrons, donc c'est une forme de scanner qu'on utilise en médecine nucléaire où on injecte un traceur qui va dans le cerveau, il va se lier à l'amyloïde, au tau, puis après ça, on peut prendre une photo par scanner, puis on voit s'il y a des plaques. Donc, ça, maintenant, ça existe depuis quelques années. Donc, théoriquement, on peut prendre une personne de 60 ans, on pourrait faire des TEP scans puis voir est-ce qu'il y a de l'amyloïde, est-ce qu'il y a du tau. Lorsque quelqu'un a seulement de l'amyloïde, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir des symptômes là, de façon imminente. On parle de l'amyloïde pendant plusieurs années avant d'avoir des symptômes. Il y a probablement des gens qui vieillissent avec de l'amyloïde qui n'ont jamais de symptômes. Par contre, quand on voit de l'amyloïde et du tau, là, le taux des gens qui commencent à avoir des symptômes dans les années suivantes est très, très élevé. En ce moment, on ne fait pas ces tests-là de façon prédictive parce que justement, on n'a pas une intervention à offrir en fonction de ça. Ça changerait beaucoup si éventuellement les études en prévention montrent que donner un anti-amyloïde avant les symptômes prévient l'apparition. Là, c'est sûr, ça changerait l'approche, mais en ce moment, on n'est pas là, donc on ne ferait pas ces tests-là chez quelqu'un qui se présenterait de façon parfaitement en bonne santé cognitive, qui voudrait juste savoir son risque pour les prochaines années. On est vraiment plus dans les approches de prévention. Et ces approches de prévention-là, ils s'appliquent à tout le monde en vieillissant. Donc, les facteurs de base, là, contrôler la pression artérielle, le diabète, éviter la cigarette, l'activité physique, socialiser. On porte plus attention maintenant aussi aux problèmes d'audition. Donc, les gens qui ont des problèmes auditifs, c'est montré que les pertes d'audition ont tendance à plus développer l'Alzheimer. Donc, dépister ça, puis utiliser les appareils, mais ce n'est pas basé sur un risque là, individualisé, ces interventions-là. Il y a Alexandra en particulier, dont le père était atteint d'Alzheimer précoce. Là, je pense que c'est un cas plus particulier. Où est-ce que là, c'est possible de savoir, il me semble? Bien, encore une fois, il faut faire une distinction. Donc, quand on parle d'Alzheimer précoce, en général, on va dire là, les symptômes ont débuté avant 65 ans. Même chez ces gens-là là, qui débutent avant 65 ans, la très grande majorité n'ont pas des formes génétiques. Ce sont des gens, bon, pour toutes sortes de raisons, qui ont été malchanceux, qui ont développé un Alzheimer jeune.
mais ce ne sont pas des formes génétiques qui vont être transmissibles à leurs enfants. Donc, il y a vraiment une question ici qui est très importante d'âge puis de nombre. Dans les vraies formes génétiques, de par la façon que le gène se propage, on va avoir une personne sur deux environ dans la famille qui va avoir la maladie. Et ils vont l'avoir très jeune, là, pas 73 ans, des fois ça va être 40 ans, 42 ans. Donc, si on vient d'une famille dans laquelle il y a 7, 8 personnes qui ont eu l'Alzheimer à 40, 50 ans, c'est sûr que là, les probabilités qu'on ait affaire à une vraie forme génétique sont élevées. Si on pourrait faire une prise de sang pour le dépister. Si c'est l'histoire plus habituelle où on a un parent qui l'a eu un peu jeune, on peut peut-être avoir quelques oncles et tantes, mais pas nécessairement la moitié des gens, puis ils sont jeunes, mais ils ne sont pas non plus extrêmement jeunes. Chez ces familles-là, en général, on ne va pas trouver des mutations dominantes. Parfois, ça va être des familles dans lesquelles on va retrouver là, justement le gène ApoE4 qui augmente un peu le risque, mais qui n'est pas non plus, c'est pas parce qu'on est porteur d'ApoE4 qu'on va avoir la maladie. Donc, encore une fois, on n'a pas de tendance cliniquement à faire des tests génétiques prédictifs dans ce type de situation-là parce que, encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire comme intervention par la suite? Il y a pas de... Ça change pas ce qu'on va faire comme prescription par la suite. Donc, on recommande à tout le monde de faire de la prévention. Donc, ça change pas la donne. Merci. Il y a Bruno Marchand qui nous demande quand le lecanemab sera approuvé, sera-t-il offert dans des cliniques spécialisées seulement et quand sera-t-il dans les régions? Oui. Donc, il va falloir voir les critères d'application. Si c'est approuvé, c'est certain qu'il va y avoir certaines exigences au niveau du diagnostic, que ce soit prouvé par des biomarqueurs. Donc, dans les études, pour faire partie d'une étude comme lecanemab, il faut avoir une preuve d'amyloïde, soit par un TEP scan spécialisé ou par la ponction lombaire. Et en pratique courante, c'est pas fait dans la majorité des cas. C'est vraiment quelque chose qui se fait dans les cliniques spécialisées chez les gens plus jeunes. Donc, c'est sûr, en termes d'accès, il va y avoir cet enjeu-là où je m'attends à ce que pour pouvoir autoriser la prescription de ces médicaments-là, il va y avoir une exigence de preuve par biomarqueur qui implique que la personne va avoir été vue au moins à une reprise dans une clinique spécialisée. C'est quand même, ça se distribue là, de plus en plus, ces marqueurs-là, mais c'est sûr que ce n'est pas nécessairement disponible dans les régions éloignées, là, mais c'est quelque chose qu'on a besoin de faire une fois aussi. Là. Donc, on peut venir à Québec, à Sherbrooke, à Montréal, dans l'Outaouais, on a accès à ces tests-là. Au niveau de la distribution, c'est-à-dire où vont être ces infusions-là, on ne sait pas encore. C'est probablement pas dans les hôpitaux que ça va se donner. Il y a des enjeux au niveau là, de la couverture, de la pharmacie dans les hôpitaux. Donc, ça va probablement commencer dans des centres d'infusion à l'extérieur. Après ça, quelle forme ça va prendre? Si on regarde un peu là, le modèle qu'on regarde, c'est en sclérose en plaques. Donc, en urologie, il y a eu beaucoup de médicaments comme ça qui sont apparus dans les dernières années, qui étaient des infusions intraveineuses. Donc, il s'est développé un marché de cliniques d'infusion où les gens peuvent aller recevoir le traitement. Là. Donc, c'est probablement un système comme ça qui va se développer ici aussi. Merci. Vous êtes vous-même investigateur principal dans plusieurs essais cliniques, que ce soit au Neuro ou à l'Institut Douglas. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur comment participer, en fait, les objectifs suivis, pour quels patients? Oui. On est toujours à la recherche de participants et comme on le mentionnait un peu plus tôt, là, les patients qui sont visés par les études en cours de recrutement, c'est les gens qui sont au stade léger de la maladie. Donc, troubles légers, stade très, très débutant là, de la phase de démence. Donc,
Des gens qui ont peu ou pas d'atteinte fonctionnelle, mais qui ont un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Donc, ça, en général, il y a toujours des études pour cette clientèle-là. Donc, ce qui facilite le plus la tâche, c'est les gens quand ils nous contactent et qu'ils ont déjà eu un diagnostic. Ça n'a pas besoin d'être un diagnostic de clinique spécialisée là, avec des biomarqueurs et tout, mais au moins, ils ont à tout le moins vu leur médecin de famille qui a fait quelques tests, qui suspectent un début de troubles cognitifs légers. Ça, on peut travailler à partir de là pour orienter vers une étude. Lorsque les gens nous contactent et qui n'ont eu aucune évaluation, donc c'est plus ils nous contactent avec une inquiétude puis le désir de participer aux études, en général, ce qu'on va demander, c'est de passer par une évaluation médicale de première ligne avec peut-être une référence à notre clinique, au Douglas ou à une autre des cliniques, pour faire une évaluation médicale avant de penser est-ce que c'est un candidat à une étude ou non. Donc, on essaie de garder là, la liste des études à jour, entre autres sur le site de la Société d'Alzheimer. On les a sur notre site web, à l'unité de recherche clinique à l'Institut neurologique, sur le site de l'Institut Douglas. Donc, s'il y a des gens qui ont reçu des diagnostics récemment, qui sont intéressés à participer à des études, il y a à chaque quelques mois, là, il y a une étude qui recherche des participants. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Là, en général, c'est une bonne expérience pour les participants. Puis nous, comme site de recrutement, là, ça nous aide aussi quand il y a de l'intérêt comme ça. Effectivement, vous pouvez trouver donc notre page sur notre page principale à alzheimerquebec.ca. Elle a récemment été mise à jour, notre page sur les études en cours aussi. Donc, n'hésitez pas à la consulter si ça vous intéresse. Je vois qu'on n'a plus de nouvelles questions. Alors, merci beaucoup, Dr Ducharme. Beaucoup de commentaires qui vous disent merci pour vos réponses. Ça a été très apprécié. Et donc, pour le prochain Facebook en direct, on ne se retrouvera pas en septembre puisque le 21 septembre, en fait, on va vous proposer un événement spécial, une conférence gratuite de 9h à midi, Détecter tôt pour mieux soutenir, donc qui est très en lien avec le sujet d'aujourd'hui puisqu'on parle de nouveaux traitements pour les stades légers. Donc, ce sera vraiment sur l'importance du diagnostic précoce. Donc, je vous invite à vous inscrire à cet événement le 21 septembre et je vous retrouverai pour un Facebook en direct en octobre. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée.